Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Clément de Seguin-Fazi, Enchanté. professeur en MP Étoile à Ginette. Donc, on va parler de l'AORES et du TCA. Donc, bonjour à vous. Est-ce que vous Bonjour. pouvez vous présenter très rapidement? Très rapidement, vous avez commencé à me présenter. Je suis professeur à Ginette en MP Étoile depuis une douzaine d'années. Et avant, j'ai été 6 ans en sup dans diverses classes préparatoires, notamment en province. Et puis après, pour mon parcours académique, il est assez classique. Classe préparatoire, école normale supérieure, une thèse. Et à la fin de ma thèse, j'ai passé l'agrégation par passion pour l'enseignement. Qu'est-ce que l'AORES? Alors l'AORES, c'est une association qui a été montée principalement par des professeurs et anciens professeurs retraités du supérieur, des professeurs de maths de classe préparatoire notamment, autour d'une idée qui était de faire un test national, indépendant, en fin de terminale, test qui soit utilisable pour la sélection des élèves dans le supérieur et qui permettent aussi aux élèves de révéler leur réel potentiel. Donc, le but de ce test, si je le comprends bien, c'est d'être un réel étalon pour pouvoir jauger les meilleurs. Parce que le bac... Pas uniquement les super meilleurs, Ouais. mais voilà, juger les bons élèves de lycée Mhm. et voir au-delà du bon élève de lycée s'il y a un futur bon élève dans le supérieur et notamment dans le supérieur scientifique, même si, alors je tiens à le préciser, le test n'est pas réservé à ceux qui vont faire des MPSI, PCSI, MP2I, etc. Il concernera aussi ceux qui s'orientent vers une ECG, option maths approfondie. En général, ils auront la spécialité maths et l'option maths experte. Et le test sera aussi très bon pour détecter les futurs talents mathématiques dans cette filière. D'accord, ok. Parce que vous avez pu remarquer que déjà le bac, je veux dire, il n'a pas tellement ce but-là de pouvoir en fait pousser vers le haut les gens à élever leur niveau, et à la sélection ça commence à devenir beaucoup plus difficile à pouvoir discerner les gens, c'est ça? Chez les bons élèves, le bac n'a pas cette ambition-là depuis des années. Il n'y avait pas du tout d'ambition de sélection d'ailleurs jusqu'à récemment, même s'il y a cette réforme qui fait que dorénavant on aura pour les épreuves de spécialité du bac les résultats à la fin du mois de mars, utilisables, et ils seront communiqués aux formations dans Parcoursup. Ça, c'est une nouveauté. Mais si on se fonde sur le niveau des épreuves des années antérieures et le niveau des épreuves qui ont été proposées, ça ne permettra pas suffisamment de repérer parmi les bons élèves qui s'orientent vers des formations sélectives de haut niveau, de repérer ceux qui ont les meilleures dispositions en maths. Pour tout un tas de raisons. Par exemple, parce que les notes sont au point près, et souvent, les meilleurs, ils se regroupent entre 17 et 20. Vous n'avez que 4 notes différentes là-dessus. Comme vous voulez faire une sélection fine comme ça. Vous ne pouvez pas. Voilà, donc, pour nous, il y a la place pour, non pas remplacer le bac, c'est pas du tout notre ambition, mais rajouter au baccalauréat d'autres épreuves nationales, anonymes, et à notre sens qui pourront être beaucoup plus significatifs pour repérer les talents mathématiques. D'accord, ok, très bien. Et juste, donc en fait, en gros, vous pensez que en fait, il y a un petit peu un nivellement vers le bas du niveau en maths en France? On a perdu beaucoup d'heures et on a beaucoup dégringolé beaucoup d'heures dans le secondaire, presque 1 heure, je crois, par niveau, et plus même au lycée. Il y a un petit retour en terminale, mais bon, c'est un peu discutable, avec un peu plus d'heures, mais par exemple, il n'y a que 4 heures de maths en première. Pour ceux qui ont pris la spécialité maths, c'est très faible par rapport à une première S d'il y a 20 ans, 25 ans, il y a 2 heures de moins déjà, je crois, quelque chose comme ça. Bon, le niveau a beaucoup baissé. Maintenant, c'est un constat qui est partagé par tous. Il y a 20 ans, il y avait encore des gens pour dire que non. Mais maintenant, les comparaisons internationales ont clos le débat. Maintenant, la question, c'est comment le redresser. Nous, on veut faire partie de la solution, mais on n'est pas la solution du tout, pas la seule. On pense pouvoir être une composante pour aider à tirer le système vers le haut. Il y a une première étape qui a été franchie avec des nouveaux programmes notamment de terminale plus ambitieux. Ça doit être encore accompagné par des épreuves plus ambitieuses. Et nous, on veut être une épreuve plus ambitieuse. D'accord, ok. Donc le but, c'est vraiment de faire du TCA un étalon pour que les professeurs ils puissent savoir, en gros, pour les formations scientifiques,
quel est le niveau à avoir. Il y en a beaucoup qui le savent, hein, on va pas leur jeter la pierre du tout. C'est aussi pour les élèves, et puis avoir une autre ambition que de préparer uniquement l'épreuve du bac. D'accord. Parce que sinon, c'est vrai que certains sont un peu perdus. Qu'est-ce que je dois faire pour aider mes meilleurs élèves? Alors on a vu fleurir depuis 10 ans des modules de préparation à la prépa. Je ne sais pas quelle efficacité ont ces dispositifs. Ils en ont certainement une, hein, mais c'est pas suffisamment répandu en fait. Nous, on pense que le professeur sera d'autant plus poussé et ils en ont envie. Hein. Et c'est une envie des professeurs de relever le niveau, mais ils sont un peu contraints par une épreuve qui est au niveau LR, hein, l'épreuve du bac, qui est pour beaucoup maintenant l'horizon indépassable, et ils calent leurs évaluations dessus. Et puis, il y a une pression des parents pour que les notes soient élevées, parce que maintenant, c'est extrêmement important, beaucoup plus qu'avant, d'avoir des dossiers sans tâche pour la sélection dans le supérieur. Ok, donc c'est un système un peu pervers. Ouais. Ouais, donc justement, au niveau de la sélection, ça va commencer à devenir quasiment impossible de pouvoir faire une différence. Non, c'est pas quasiment impossible, mais il y a trop de dossiers maintenant qui se ressemblent sur le papier, alors que la réalité profonde est en fait très différente, même à l'intérieur d'un même lycée. Faute d'évaluation suffisamment pertinente, et en particulier en sciences. On avait eu des problèmes par exemple en physique avec la réforme précédente, parce qu'on a enlevé toute mathématisation ou presque du cours de physique. Et donc, qu'est-ce qu'on mesure dans les épreuves de physique? On peut se poser la question. Et on voyait on n'arrivait pas à comprendre ce que voulait dire un 17 en physique ou un 15 en physique. En maths, on n'a pas été victime de ça, mais maintenant on a beaucoup trop de moyennes extrêmement élevées. Il y a des gens qui sont dans une tranche de notes extrêmement élevée, indistinguable, et vous les mettez devant un premier devoir de sup au bout de 2 jours, ils n'ont pas du tout les mêmes résultats, et dans beaucoup de cas, ils restent dans la zone où ils étaient en début d'année, hein, en fin d'année et au concours. Donc vous vous dites que là, il y a un problème, c'est-à-dire que les capacités et le talent de ces gens-là étaient mesurables, mais il n'a pas été mesuré. Voilà. Donc nous, on pense que ça ferait beaucoup de bien de le mesurer. Alors, vous dites, il y a un but, il y a plusieurs buts. Il y a plusieurs objectifs, et un dispositif peut avoir des effets vertueux ou des effets vicieux, on ne sait pas, qui ne sont pas prévus à l'avance. Nous, notre idée de base, c'était qu'il y a un phénomène d'autocensure, d'une part, et puis il y a un problème de sélection, d'autre part. Et nous, on pense pouvoir mettre en place un outil qui aille dans le bon sens pour régler les deux problèmes partiellement. Jamais totalement, évidemment. Mais ça peut avoir d'autres effets positifs, et notamment, c'est quelque chose qui nous a beaucoup été dit par des professeurs du secondaire quand on leur a présenté notre projet, c'est que ça va les pousser à travailler sur avec des épreuves plus exigeantes, en demandant plus d'autonomie, en travaillant plus la logique, etc. Et j'ai même un professeur qui m'a contacté il y a quelques jours pour me dire qu'il était en train d'exhumer des vieux bouquins des années 80 de l'ancien programme pour faire travailler ses étudiants dessus, que ça leur ferait beaucoup de bien. Tout ça, c'est assez... c'est un univers. Bon, nous, on le voit pas directement parce que nous, on est dans le supérieur, mais c'est le discours dominant qui nous revient à des professeurs du secondaire, et on est très content si on peut permettre justement d'avoir cet effet-là. À terme, alors ça va prendre du temps. Hein. Au début, ça va principalement avoir un effet contre l'autocensure et pour une meilleure sélection. Donc, lorsque vous parlez d'autocensure, justement, est-ce que c'est le but aussi du TISIA, c'est de pouvoir en fait ouvrir les portes aux meilleurs lycées pour d'autres personnes qui viennent de lycées de banlieue, par exemple? Alors, quand vous dites les meilleurs lycées, c'est les meilleurs prépas ou les meilleures formations supérieures? Oui, totalement. Totalement. Le but, c'est de pouvoir détecter les talents partout où ils sont. Vraiment, l'exemple que j'ai en tête, c'est se dire que souvent, quand il faut comme vous avez des notes de maths qui sont très très élevées, on va sélectionner sur quoi? Les restes. Soit on va dire, je vais choisir le meilleur lycée sur la base de ça, c'est complètement con. Soit on va regarder le reste. Et le reste, c'est souvent là où les élèves de banlieue sont le plus défavorisés. Sur la culture classique, sur la maîtrise de l'anglais, dans certains cas, etc. Et ça, c'est complètement idiot, parce que on va rater énormément de bons talents scientifiques en faisant ça. Si au contraire, on avait une dispersion de notes fiable, plus importante dans les hautes tranches, là, on repérerait que l'élève de banlieue qui a 19, il y a 15 ans, l'élève de banlieue qui a 19, il n'y a aucun problème. Sur la base des maths, il va très bien marcher dans le supérieur.
Très bien. Mm. Et après, les faiblesses qu'il peut avoir dans les disciplines littéraires, on peut arriver un peu à les compenser en classe préparatoire. Et puis sinon, notamment dans la filière MPSI, elles ne seront pas rédhibitoires pour intégrer de très bonnes écoles. On arrive à intégrer Polytechnique avec un excellent rang, bien qu'en étant très 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 médiocre en français et en anglais, à condition d'être très très bon en sciences. Ce qui n'est pas forcément possible dans les autres filières. Voilà, et donc effectivement, un des défauts finalement du système actuel, c'est que ne faisant pas la différence sur les disciplines scientifiques, vous le faites sur les disciplines littéraires, et c'est ça qui est le plus discriminant dans le mauvais sens du terme. C'est là où vous allez plus planter les gens qui viennent des zones rurales, des banlieues et des petits lycées. C'est vrai. Et maintenant, par rapport au TCA, donc comment en fait ils peuvent transmettre leurs résultats à travers quoi? Donc sur Parcoursup, est-ce qu'il y aura un moyen où ils pourront mettre leurs résultats Tout du simplement, TCA, le projet de formation motivé permet au candidat de raconter ce qu'il veut de sa vie. Dans le périscope de ses projets, de l'avant, et c'est ce qu'ils font, c'est ce que font tous les candidats quand ils veulent parler de leurs résultats aux Olympiades, de leur participation au concours général, de leur participation à des clubs de maths, à des stages de maths, etc. Donc nous, ça rentre complètement dans ce truc-là. Alors ça aura comme effet que tant qu'on a que ce mode de communication des résultats, les formations devront vraiment ouvrir les dossiers jusqu'au projet de formation motivé pour s'en servir. Donc ça ne concernera que les formations qui regardent les dossiers de près, donc qui ne se font pas uniquement sur un algorithme. Voilà, dans toutes les classes préparatoires, regardent les dossiers de près. Pas tous, ceux qui passent un premier tri sont regardés de près, et ça sera certainement regardé en même temps que d'autres éléments saillants. Parce que aussi maintenant, ce qui fait la différence entre tous ces candidats qui ont des moyennes excellentes en maths physique, c'est les plus. C'est un bon score aux Olympiades, c'est un bon score au Kangourou, c'est la participation à un club de maths. Vous avez sur Animat, ils mettent les scores des tas d'épreuves des gens qui sont suivis. Voilà, ça fait tout de suite la différence, et on voit que ça marche. Souvent, on arrive comme ça à sauver des dossiers qui n'avaient pas l'air de sortir du lot. Hop, ce truc en plus, souvent, ça vous donne envie de le prendre, et ça marche. On voit que souvent, ces élèves sont plus performants que les autres, ceux qui ont le truc en plus. Donc nous, ce qu'on se dit, c'est qu'en fait, le truc en plus, il est trop rare. C'est-à-dire que malheureusement, ça concerne qu'un petit nombre de candidats, c'est trop élitiste. Et il y en a beaucoup qui ne sont pas au courant de ces initiatives. C'est vrai. Mais donc, qu'on soit bien d'accord, le TCA ne sera pas obligatoire alors. Non, il ne peut pas être obligatoire, on est une association indépendante. D'accord. Alors, on pourrait imaginer, c'est que des formations hors contrat décident assez vite de le rendre obligatoire, mais pour le reste, non. D'accord, ok. Bon, en fait, pas obligatoire, nous, évidemment, notre désir profond, c'est qu'il devienne incontournable. Incontournable, ça veut dire que, même si c'est pas marqué que c'est obligatoire, vous savez que tout le monde va regarder ça de près, et donc vous y allez. D'accord. Et vous y allez parce que voilà, il faut le faire, c'est devenu normal. Ouais, c'est vrai. Ok, très bien. Et maintenant, on va rentrer vraiment dans le TCA. Quel est son format? Alors d'abord, peut-être on peut parler de la temporalité. Ça sera un samedi après-midi. On suit les épreuves de spécialité du bac qui normalement ont lieu une semaine, un lundi et un mardi pour les épreuves terminales des deux spécialités de terminale. Et nous, on est le samedi suivant. Alors l'intérêt de ça, c'est qu'il n'y a pas à réviser beaucoup plus. D'accord, on est sur le même programme. On a une première épreuve qui s'appelle mathématiques générales avancées, qui est sur strictement le programme de l'épreuve terminale de spécialité maths. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est en gros tout le programme sauf l'intégrale et plus quelques bouts de chapitres. Voilà, donc il n'y a rien de plus à connaître. Et on fera bien attention de ne pas favoriser leur programme. Ça, avec des épreuves bien conçues, on sait faire. Voilà. Cette première épreuve d'1h30 sera suivie d'une autre épreuve d'1h30 qui, elle, est à option. Alors, une option pour les... Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, une option pour les maths expertes. Ceux qui ont fait l'option maths experte et une option pour les autres. Bon, cela dit, pour des raisons programmatiques, ceux qui ont fait maths experte à la mi-mars, ils n'ont pas vu tout le programme. On choisira les 2/3 du programme. Normalement, le polynôme, nombre complexe, trigonométrie d'une part et arithmétique d'autre part. Ça devrait être notre programme maths experte pour cette option-là, qui se rajoute en plus au programme de la spécialité maths, puisqu'on n'interrogera pas uniquement sur le programme de maths experte. Donc,
dans la deuxième épreuve d'une heure et demie, une option maths experte et une option mathématiques générales avancée, qui, elle, repose à nouveau sur uniquement le programme de la spécialité maths. Et ce sont les candidats qui choisissent de passer l'une ou l'autre. Ils pourront valider leur choix quelques jours avant de passer l'épreuve. Suivant ce qu'ils ont fait, il se peut que, par exemple, quelqu'un ait suivi l'option maths experte, mais n'ait pas vu substantiellement l'un des deux grands thèmes qui sont au programme de notre option, et à ce moment-là, il va naturellement rebasculer sur mathématiques générales avancées pour ne pas se retrouver dans les difficultés bêtement, voilà, parce que son professeur n'aurait pas traité les chapitres dans l'ordre que souhaitent les organisateurs du TCA. Voilà. Alors après, sur le format en lui-même, donc ces 2 épreuves le samedi après-midi, ça sera du QCM. Largement du QCM, mais avec une espèce de format hybride où, pour certaines questions, on pourra demander une réponse libre sous la forme d'un résultat. Simplement donner, je sais pas, l'ensemble des solutions d'une équation. S égale, boum, vous mettez l'ensemble. Ça peut être écrit en français, on ne sait pas. Ça peut être le résultat d'un calcul, la dérivée de la fonction donnée là, bon, des choses comme ça. Et puis, on demandera quelques réponses justifiées, donc quelques raisonnements. Alors nous, on ne veut pas trop sanctionner la rédaction, parce que c'est trop dépendant du professeur au lycée. On estime que ce sont les professeurs de sup, notamment de première année, qui eux, cadrent bien les choses. Et il y a trop de disparités, et on veut pas noter le professeur. On veut noter le potentiel de l'élève, principalement. Sa bonne maîtrise du programme et le potentiel de l'élève, et du point de vue de la rédaction des copies, il y a un problème. Ok. Et on attendra de la vitesse, on attendra du raisonnement très très vif. La vitesse et du raisonnement dans le sens. Alors, on peut pas écrire. Bon, il y aura quelques raisonnements écrits, mais sinon, en fait, en enchaînant des questions, il faut être logique, voir s'il y a une progression dans un énoncé. Nous, ça sera pas des questions indépendantes. On va essayer d'avoir un format qui nous est propre. On s'inspire pas on a regardé un peu ce qui se faisait à l'étranger. Il y a rien qui nous a complètement convaincus. Peut-être des choses comme, alors il y avait les QCM de l'ENAC, mais ils ont la réputation de ne pas être très bien ficelés, mais dans l'esprit, il y avait quand même cette idée d'enchaîner des sortes de mini-problèmes avec plein de questions. Et ça ressemble finalement à un énoncé standard, et évidemment, nous, ça nous intéresse de voir des gens qui ont de la suite dans les idées. C'est-à-dire que s'ils ont vu un truc à une question, la question suivante, ils en tiennent compte. Et bon, il ne faut pas non plus que ce soit à tiroir, mais qui réfléchissent à la structure globale de ce qu'on a fait, des choses comme ça. Évidemment, ça va tester des tas de qualités, capacité de calcul, bien sûr, formelle, plus que du calcul numérique quand même. Il n'y aura pas de calculatrice, préciser, aucun outil informatique. Donc, capacité de calcul, de raisonnement, et on va être plus sévère sur enfin, pas sévère, mais plus exigeant en termes de vitesse d'exécution qu'au baccalauréat, ça c'est sûr. Voilà. Et puis, dans la deuxième... Alors, la première épreuve, c'est une espèce de bac plus, dans notre esprit, c'est-à-dire qu'on teste la bonne maîtrise du programme et la rapidité. Voilà, être bien solide sur le programme et les méthodes du programme. La deuxième épreuve va beaucoup plus tester le raisonnement et la capacité de réaction à une situation nouvelle. Adaptation à une situation nouvelle, ça c'est vraiment important. Ça, c'est des qualités globales qui vont vous permettre de réussir pas seulement en maths, mais en mathématiques, en physique, toutes les disciplines scientifiques dans le supérieur. D'accord, ok. Et ensuite, après avoir passé les épreuves, comment ça se passe? Une correction, puis la Alors, note, une correction classement. semi-automatisée, tout ce qui est partie QCM est automatisé, et puis vous allez... et puis voilà, vous recevrez les candidats recevront au bout d'une dizaine de jours leur résultat. Le résultat, nous on est à la fois un test et un concours de certaine manière. Un test parce qu'on a une note, on teste des qualités, et puis un concours parce qu'on a aussi un classement. C'est important de ne pas avoir une note brute et de ne pas avoir d'éléments de contextualisation par rapport aux autres candidats, donc c'est important. Donc pour chaque épreuve, il y aura une note et un classement. Pour l'épreuve 1, une note et un classement. Pour l'épreuve 2, une note et un classement. Et on se débrouillera pour bien calibrer l'épreuve option, parce qu'il faudra interclasser les gens, donc ça on saura faire. Il y aura suffisamment de questions communes sur les deux épreuves, permettant de mettre une note globale, même si quelqu'un choisit une option plutôt que l'autre. Après, ça sera privé, ça sera envoyé en privé aux candidats. Il y aura une partie qui sera publique, c'est l'aspect statistique. C'est-à-dire on donnera la statistique, la répartition statistique des notes.
publiquement pour qu'une formation sache ce que ça veut dire d'être 50e. Par exemple, si les gens sont concentrés dans une zone, il ne faut pas faire différence entre le 50e et le 70e, par exemple, ça n'a aucun sens. Il faut avoir cette idée-là. On n'est pas encore... Alors parfois, il y a des gens qui disent de nous qu'on a une certification, ce n'est pas tout à fait le cas. Le principe d'une certification, c'est que d'abord, c'est cranté, c'est très grossier, c'est-à-dire vous avez le niveau, je sais pas, vous avez le niveau A, le niveau B, le niveau C, c'est pas très fin. Et c'est un niveau minimum. Donc ça, c'est le principe de la certification. L'autre truc, c'est qu'il faut qu'on soit capable, dans le temps, c'est-à-dire d'une année sur l'autre, d'avoir des épreuves qui reflètent, qui soient constantes en termes de niveau de difficulté. Nous, on n'a pas la prétention, au début, d'être capable de faire ça. Il y aura des ajustements. Alors, on essaie de les faire en amont. Hein. On fait différentes expérimentations en amont, mais il est possible qu'il y ait un tout petit peu de fluctuation quand même les premières années avant qu'on calibre bien parfaitement nos épreuves. Donc on ne peut pas du tout prétendre à être une certification. Et puis aussi effectivement le fait que nous on propose des choses plus fines avec une note absolue. Est-ce qu'elle sera sur 20, est-ce qu'elle sera sur 100, beaucoup d'importance, et puis un classement. D'accord, ok. Et à travers ce test-là, l'étudiant pourra voir s'il a le niveau pour postuler à une classe prépa en particulier? Oui, alors ça sera, on pense que on verra dans quelle mesure c'est possible de faire une communication, que certaines classes préparatoires pourraient par exemple imaginer de dire à quelle note, si on prend les candidats qui ont passé TESIA, ils avaient quelle note. Ça peut être intéressant de voir l'éventail des notes et des classements qui avaient été dans telle ou telle formation, et s'ils les affichent un peu publiquement, ça peut être intéressant, ou qu'ils nous proposent de le faire. Là, ça donnera une idée un peu nette. Alors, savoir, par exemple, autour de telle zone, j'ai une chance pour... Voilà. Mais après, évidemment, il y a une chose importante, c'est que ça ne sera jamais le seul... c'est pas un système parallèle où ça devient l'unique chose à faire pour entrer dans le supérieur. C'est un élément dans un dossier qui est déjà très fourni, un élément dont on espère qu'il sera très déterminant sur la capacité à être bon en maths. Voilà, c'est-à-dire que ça vienne vraiment, et ça devienne l'équivalent, sinon plus, de notes et appréciations du professeur de lycée. Mais après, il y a des tas d'autres choses à prendre en compte dans une candidature. Comment vous avez pu communiquer pour parler du TESIA? Vous avez contacté des professeurs, quel a été leur retour? Et comment vous comptez propager ce test-là? Alors, pour l'instant, on a peu de moyens, parce qu'on n'a pas de budget communication, je veux dire. Enfin, on travaille beaucoup avec des moyens humains. On a de bonnes relations avec avec beaucoup de gens. On est allé sur des forums pour l'instant. On a envoyé nos communiqués de presse et notre vidéo à des journalistes. Pour l'instant, ça n'a pas été repris. Donc, on espère que ça démarre un peu plus fort. Et puis sinon, on fait un gros travail de fond auprès des professeurs de lycée, en utilisant, entre guillemets, nos anciens élèves comme ambassadeurs. Alors, on a des tonnes de générations d'anciens élèves, donc typiquement on leur parle du dispositif. En général, ils sont très réceptifs à l'intérêt du dispositif. Et ils ont gardé des contacts avec leurs professeurs de lycée, donc ils vont en parler. Puis le professeur de lycée est content d'avoir des nouvelles de son ancien élève qu'il n'a pas vu depuis 3-4 ans. Et souvent, on a des très bons retours comme ça. Donc on cherche à contacter quasiment porte à porte, lycée par lycée, en espérant jouer sur un effet de réseau, c'est-à-dire que les professeurs du lycée vont aussi parler aux professeurs des autres lycées. Donc souvent ce qui se passe, c'est que quand un professeur il y a les réseaux, tous les réseaux qui sont liés aux préparations d'Olympiades, et tous ces trucs de rallye mathématique, en fait, c'est en général un professeur par lycée qui est concerné par ce genre de trucs, et ils se parlent. Donc là, par exemple, dans une région, j'ai un professeur de lycée qui m'a proposé d'accueillir l'examen chez lui, et en plus, il en a parlé une dizaine de professeurs dans son réseau Olympiade. Donc là, tout de suite, ça fait tache d'huile. Bon, on espère pouvoir toucher le maximum de monde, on est réaliste, hein. Il y a forcément des lycées en France qui ne seront pas au courant du truc. Nous, ce qu'on espère, c'est qu'il y ait un peu de publicité au niveau national, via des revues spécialisées, études ou même dans la presse en public. Mais on fait ce qu'il faut pour qu'on ait quand même le moyen de communiquer notre initiative sans ça. Voilà. Après, il va y avoir des événements. Le prochain événement, le premier événement, c'était le lancement de notre vidéo, puis on en a parlé sur différents forums. Il y a le forum math.net, les mathématiques.net, il y a eu beaucoup de vues sur le fil, où on parle de l'initiative, avec beaucoup de retours positifs.
Et puis, un grand événement, ça va être à la rentrée. On va rénover notre site internet, qui pour l'instant est très amateur. Là, on va faire bosser une junior entreprise d'une grande école, on ne vous dit pas laquelle. On est en pleine négociation là-dessus. Et au mois de septembre, on lance notre site flambant neuf. Donc déjà, ça fera plus pro. Et on va faire un petit événement qui est de faire un test en ligne pour les élèves qui sont en début de terminale, portant sur le programme de première. Ça, normalement, c'est fin septembre. Et ça permettra de... bon, c'est gratuit, tout le monde peut aller y passer, on s'inscrit, etc. Et puis, on peut espérer communiquer encore plus sur notre initiative, parce que voilà, un petit test fin septembre... en début d'année pour s'étalonner un peu. On espère que les élèves aient un peu l'esprit de compétition et que cet événement lance un peu l'année et les incite à venir nombreux au TESIA 2022. D'accord, ok. Et juste qu'on soit bien d'accord qu'il n'y a pas besoin de faire de stage spécifique pour passer ce non, c'est le même programme que le bac. D'abord, c'est le même programme. Moi, j'estime que le prof de maths expert, il sera très bien placé pour préparer bien ses élèves. Alors, effectivement, c'est pas uniquement le programme de maths expert, mais il peut prendre 1 ou 2 heures pour leur montrer les épreuves. Il y a aussi, quand même, dans beaucoup d'établissements, il y a un petit club de maths, il y a des trucs comme ça. Bon. Normalement, dans tous les établissements, vous aurez le moyen d'être bien préparé. Les professeurs seront tout à fait en capacité de le faire. Non, il n'y a absolument pas besoin d'aller faire un stage quelconque. Ce qu'il faut quand même, ça sera travailler sur l'épreuve 0 qu'on proposera à l'automne. Donc on proposera une épreuve d'annale. Alors ça sera un format un peu plus court que le format réel, parce que voilà, ça prend beaucoup de temps quand même de constituer des bons sujets, donc on préfère garder les bons sujets pour l'épreuve 2022 plutôt que pour le sujet 0, mais le sujet 0, on essaie de faire un sujet de très bonne qualité, en plus qui aura été testé avec de véritables élèves. Donc, à part se familiariser avec le format de l'épreuve, c'est un peu particulier, un QCM hybride, on donnera des conseils aussi sur notre site sur la façon de s'y prendre, mais à part se préparer au format spécifique, est-ce qu'il y a plus de maths à faire? Est-ce que ça payera de faire du hors-programme? Nous, on va se débrouiller pour que non. Ce qui paiera, c'est de bien avoir bossé le programme de terminale, d'avoir bien compris, puis c'est d'une certaine manière la formation générale, hein, la qualité de vitesse intellectuelle, de savoir bien lire un énoncé, de savoir bien réfléchir, et ça s'apprend pas en un stage d'une semaine. Voilà, hein, c'est tout. Donc c'est un travail de fond qui est fait par les professeurs de lycée et qui portera ses fruits, mais voilà, évidemment, on sait qu'il y a des boîtes qui vont faire leur beurre sur notre... Nous, on ne gagne rien. Nous, on est tous bénévoles. Le prix du test est vraiment calculé au plus bas. Voilà. On a bien pensé nos dispositifs pour faire de la qualité au coût moindre. Mais bien sûr, il y a des gens qui vont essayer de convaincre les étudiants qui ont besoin d'aller refaire... mais... Non, les professeurs les mieux placés, c'est ceux qui connaissent les élèves, c'est ceux qui savent ce qu'ils ont fait. Voilà. Bon, après, je ne casse pas du sucre sur ces formations. Hein, et là, voilà, il y a un business. mais bon, nous, on est très confiants sur le fait que ça n'aura pas ça aura un impact dérisoire sur la résultat. D'accord, ok. Je pense qu'on a tout dit alors. Après, alors, on n'a jamais tout dit. Jamais tout dit, mais alors il y a peut-être des informations qui sont sur notre site. Effectivement, tout sera dans la description par ailleurs. Voilà, www.aores-sci.fr. Vous parliez de communication. Si vous appréciez notre initiative, ce que vous pouvez faire au-delà d'y aller, si vous êtes élève de première, et l'année prochaine vous viendrez nous voir et on sera heureux de vous accueillir dans un de nos centres d'examen, c'est d'en parler le plus possible. Alors à qui il faut en parler? Vos professeurs de lycée, gardez pas ça pour vous, parce que plus il y a de monde, plus votre résultat est significatif. Donc allez en parler. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous leur envoyez le lien de la vidéo, hein, le lien de notre site, et puis après les gens savent se débrouiller et venir nous parler. On a une page Facebook, on a une page LinkedIn où il y aura toutes les actualités. On n'est pas sur Twitter parce qu'on estime que c'est pas un réseau qui nous sied beaucoup. On va pouvoir développer une argumentation un peu plus évoluée et un peu trop de baston, mais voilà. Donc
la communication. Enfin, voilà, nous, ce qui est le plus important pour nous à l'heure actuelle, c'est que notre dispositif soit connu du plus grand nombre de personnes concernées. Donc, si vous avez apprécié l'idée de notre dispositif, parlez-en autour de vous aux personnes les plus pertinentes, donc professeurs de lycée, voilà, vos copains, si vous êtes en classe préparatoire, ils ont peut-être des petits frères et des petites sœurs qui sont au lycée, qui sont concernés par ça, et que le message passe le plus possible, et qu'on ait le maximum de monde en mars 2022 pour la première édition du TCA. Ok, super, très bien. Bon, bah, merci à vous. Merci beaucoup.